Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui ont été plutôt rassurés par le discours de la Fed hier soir. Jérôme Powell reconnaît évidemment une amélioration de la situation économique. Il n'est pas aveugle, le patron de la Fed, et c'est vrai que tous les indicateurs économiques aux États-Unis sont booming. On le verra encore avec la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre qui sera publié dans 2 heures maintenant. Mais Jérôme Powell estime que la Fed est encore loin de ses objectifs et qu'il n'est clairement pas encore temps de parler de réduction du soutien quantitatif de la Fed. L'idée d'une réduction progressive des achats d'actifs qui se situe à 120 milliards de dollars chaque mois aujourd'hui. Le temps de cette discussion n'est pas encore venu. Jérôme Powell gagne encore un peu de temps, même si on sent bien qu'un point d'inflexion se rapproche au fur et à mesure de la réouverture de l'économie américaine, avec plus de 42% maintenant de la population adulte vaccinée aux États-Unis. L'autre facteur d'attention sur les marchés, ce sont bien sûr les publications d'entreprises. C'est une journée intense en la matière à Paris, avec des poids lourds, Total notamment, qui permet d'ailleurs au CAC 40 de s'en sortir un peu mieux que les autres indices européens, que le DAX allemand notamment, puisque le CAC est positif à la mi-journée, autour de 6350 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parmi les résultats marquants, ceux de ST Microelectronics, dans un secteur des semi-conducteurs bouillonnant, avec une situation de pénurie qui semble s'être encore aggravée au cours des derniers mois. Le CEO de ST Micro sera avec nous par téléphone dans cette demi-heure, Jean-Marc Chéry, qui nous expliquera évidemment la performance économique de ST Micro, au-delà des attentes sur le premier trimestre. ST Micro qui est même en avance de 2 ans sur son calendrier et sur ses objectifs. L'objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de dollars qui était fixé à 2023 est ramené pour cette année 2021. Un secteur évidemment qui ne connaît pas la crise, celui des semi-conducteurs. Et puis du côté des GAFAM, on avait les publications d'Apple ou encore de Facebook hier, 2 groupes qui réalisent un sans faute sur leur publication du premier trimestre, et Apple notamment qui va délivrer un retour aux actionnaires massif, puisqu'on parle d'un programme de rachat d'actions de 90 milliards de dollars. Je vous rappelle que la veille, Alphabet Google avait annoncé un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars. Voilà pour les tendances du jour. On parle de tout ça avec notre invité dans un instant, Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, avec nous en plateau. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec une tendance positive à Paris. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris au sein d'une séance à l'actualité chargée pour les investisseurs. Les investisseurs parisiens qui ont pu découvrir ce matin les déclarations de Jérôme Powell et de Joe Biden hier soir aux États-Unis, mais aussi les publications trimestrielles d'Apple et de Facebook ainsi que celles de 5 composantes du CAC 40. Sur le plan macroéconomique, tout d'abord, les investisseurs ont donc pu découvrir hier soir le discours de Jérôme Powell. Celui-ci a réaffirmé le soutien de la Fed à l'économie américaine, estimant que le moment n'est pas encore venu de discuter de changement de politique monétaire. Certains observateurs pointent cependant que certains détails du compte-rendu de politique monétaire de la Fed laissent entendre que cet avis n'est pas unanimement partagé au sein des gouverneurs. En attendant, la politique donc de la Réserve fédérale américaine ne change pas pour le moment. Joe Biden est ensuite intervenu devant le Congrès et a évoqué les différents plans qu'il compte mettre en place. Il a notamment évoqué le plan pour les familles américaines qu'il compte mettre en place pour relancer la classe moyenne américaine. Un projet d'investissement de 1800 milliards de dollars sur 10 ans qui serait financé par 2 mesures phares déjà évoquées. Tout d'abord, passer la taxation pour les revenus les plus élevés de 37% à 39,6%, qui concerne les revenus annuels supérieurs à 400 000 dollars. En ce qui concerne les revenus supérieurs à 1 million de dollars par an, le président envisage également une taxation alourdie sur les plus-values de capitaux, notamment sur les transactions boursières, qui pourrait passer d'une taxation de 20% actuellement à une taxation de 39,6%. Du côté des valeurs, à présent, si on reste aux États-Unis, Apple publiait hier soir ses résultats trimestriels. Le groupe annonce 23,6 milliards de dollars de bénéfices au 2e trimestre de son exercice décalé, ce qui représente une progression de 110% sur un an. Un résultat supérieur aux attentes des analystes cumulés à l'annonce d'un programme de rachat d'actions pour un montant de 90 milliards de dollars.
Ça, c'était pour Apple. Facebook annonce de son côté un bénéfice net presque doublé par 2 également à 9,5 milliards de dollars au premier trimestre. Des résultats liés au rebond du marché de la publicité en ligne qui a donc bénéficié à Facebook. Si on regarde les résultats trimestriels en France à présent, Total tout d'abord annonce des résultats en nette hausse au premier trimestre grâce à la progression de son activité électricité ainsi qu'au rebond des prix du pétrole. Le groupe enregistre un résultat net ajusté de 3 milliards de dollars et annonce maintenir son dividende à 0,66 € par action. Capgemini confirme ses perspectives de son côté pour 2021 après avoir annoncé renouer avec la croissance organique au premier trimestre. Son chiffre d'affaires s'élève à 4,27 milliards d'euros en progression d'un peu plus de 20% sur un an. Et STMicroelectronics annonce de son côté constater l'envolée de la demande pour les semi-conducteurs. STMicroelectronics qui annonce également qu'il compte atteindre son objectif de dépasser les 12 milliards de dollars de ventes annuelles dès 2021 alors qu'il comptait au départ atteindre ce niveau d'activité en 2023. Son chiffre d'affaires au premier trimestre s'élève lui à un peu plus de 3 milliards de dollars au-dessus des attentes des analystes. STMicroelectronics qui fait partie des plus fortes hausses du CAC 40 avec Capgemini dont on parlait il y a quelques instants et avec Airbus qui annonce de son côté que son résultat opérationnel ajusté a plus que doublé au premier trimestre. Airbus qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année. On note également que Unibail-Rodamco-Westfield annonce de son côté un recul de près de 43% de son chiffre d'affaires sur la période à cause de la fermeture des centres commerciaux. Face à la situation actuelle et aux mesures de restriction toujours en cours, le groupe s'abstient d'ailleurs de fournir des prévisions annuelles. Et on finit avec Suez qui annonce de son côté confirmer ses objectifs annuels après un premier trimestre où le groupe a vu son chiffre d'affaires mais également son EBITDA progresser. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est Julie Jourdan qui est avec nous en plateau, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour. Pour commenter les résultats des entreprises américaines, à commencer par les résultats des GAFAM, on a quasiment une vue complète. Il nous manque juste Amazon qui publiera ce soir, si je dis pas de bêtises, mais on a eu tous les autres et hier soir encore Apple et Facebook. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans tous les résultats publiés par ces titans américains aujourd'hui, Julie ? En fait, c'est que finalement, quand on regarde trimestre après trimestre, la croissance ne décélère pas. C'est-à-dire que là, quand on regarde, c'est assez stupéfiant. Quand on regarde les résultats de Facebook, ce sont des ventes en hausse de 48%. Celles de Apple sont des ventes en hausse de 54%. Google, c'est 55%. Enfin, globalement, on est dans des niveaux de croissance qui sont assez extraordinaires. Et ça, dans des contextes finalement assez différents. Donc, la vraie question maintenant, c'est on a des résultats qui sont extraordinaires. Deux, comment ils vont continuer en fait sur ces niveaux de rythme-là à l'avenir. Mais c'est vrai que quand on regarde valeur après valeur et trimestre après trimestre, on s'aperçoit qu'ils ont mis en place un certain nombre de stratégies qui ont été extrêmement efficaces pendant la pandémie. Je pense par exemple à Facebook, dont on craignait en fait à l'époque de la pandémie que leurs recettes publicitaires soient sous forte pression compte tenu de leur exposition au secteur des PME et qui finalement au contraire a été un relais extraordinaire pour justement la commercialisation et la mise en lumière des offres de ces PME à destination des consommateurs qui ne pouvaient acheter plus que via Internet. Donc on s'aperçoit que dans différents environnements de marché, ils arrivent à s'adapter, à être agiles et à continuer à progresser. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que ces groupes, et sur le plan de l'investissement boursier, ont tous les attributs, toutes les vertus. C'est-à-dire que en phase de crise conjoncturelle, ces groupes-là ont des vertus défensives, avec une visibilité toujours très importante. En période de reprise cyclique, on leur trouve aussi des vertus cycliques. Alors, la pub digitale a été un refuge parce qu'il fallait faire du business en ligne pendant la pandémie, mais quand l'économie rouvre, la pub reste aussi un relais de croissance. On l'a vu chez Google avec le secteur touristique, qui a été évidemment un des manquants à l'appel pendant les derniers mois, mais qui repart très
très, très fort et qui draine là aussi à nouveau les recettes publicitaires d'un groupe comme Google. Tout à fait, tout C'est à fait. ça qui est quand même on ne sait plus comment les classer. Exactement. Alors après, on a vu aussi d'autres exemples. On a vu par exemple Netflix, qui fait pas complètement partie de ce groupe-là, mais néanmoins, qui s'est retrouvé dans une phase où on voit bien qu'il y a un ralentissement qui s'opère parce qu'effectivement, on ne peut plus croître en termes de nombre d'abonnés de manière aussi rapide. Il y a de la concurrence et on atteint des niveaux de taux de pénétration dans le monde qui sont pas des limites, mais en tout cas qui modèrent les niveaux de croissance. Donc ce soir, ça va être intéressant de surveiller effectivement Amazon, parce qu'Amazon, là aussi, on a un groupe qui est très défensif quelque part par rapport à cette situation de pandémie, puisque c'était un des seuls acteurs qui permettait, quels que soient les produits en fait, aux consommateurs d'accéder à ces produits pendant la période, on va dire, de pandémie la plus difficile. Maintenant, c'est vrai que maintenant qu'on est dans cette phase de réouverture de l'économie, il va falloir voir comment ils se positionnent. Mais on a vu quand même chez Google ou encore chez Microsoft que le cloud, ça ne décélère pas. On a des niveaux de croissance qui sont pour l'un de 46%, pour l'autre de 50%. Donc on voit bien que les grandes tendances qui sont sous-jacentes encore depuis maintenant plusieurs années, la 5G, c'est pour Apple, on le voit donc dans les ventes. Le cloud, on voit que ça continue d'accélérer alors que c'est vrai que... Amazon est numéro 1. Et Amazon est numéro 1. On verra ce soir quel est le niveau de croissance d'Amazon sur AWS. Mais c'est vrai qu'on voit que ces tendances-là, elles sont bien établies, elles continuent d'être des tendances bien réelles en fait. Est-ce que ça vaut le coup, quand on est investisseur et gérant professionnel sur le marché américain, de se casser la tête à regarder autre chose, Julie? C'est-à-dire que tout le monde nous parle de la value, il faut aller chercher des cycliques, les opening stocks, etc., dans l'airlines, le tourisme, le loisir, l'hôtellerie. Alors, je ne sais pas comment vous équilibrez votre portefeuille aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on voit encore les performances économiques de ces groupes, quand même des performances boursières, alors certains font un peu la fine bouche, mais Google, Microsoft sont au plus haut historique aujourd'hui, par exemple. Alors, ça vaut le coup d'aller se casser la tête à faire autre chose. C'est une bonne question. Après, c'est vrai qu'on regarde aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue fondamental, elles n'ont rien à envier au rebond attendu qu'on peut anticiper sur les cycliques et qui est plus dépendant, on va dire, du cycle économique et d'un certain nombre d'éléments opérationnels. On peut en reparler, mais c'est vrai qu'on a bien vu depuis le début de l'année, il y a un certain nombre de contraintes qui viennent potentiellement pénaliser un certain nombre de valeurs qui devraient bénéficier de la reprise du cycle. C'est les congestions dans les ports, c'est l'inflation sur les matières premières, c'est la situation météorologique au Texas, etc. Il n'empêche que les perspectives de rebond des valeurs cycliques sont une réalité dans une période de réouverture économique comme celle qu'on connaît. Après, on le voit bien, d'un point de vue opérationnel, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que ces groupes, qui sont ces valeurs technologiques qui sont majeures dans les indices, continuent de délivrer de la croissance, de la performance et de la qualité. Donc, ce qui montre bien qu'il y a de la place pour les deux type d'investissement. Est-ce que vous faites une conviction sur le sujet de l'inflation, Julie, et notamment en partant du plan microéconomique, des résultats d'entreprise et des discussions qu'il y a entre les entreprises et les analystes? Je crois savoir que le mot inflation est peut-être le mot qui est le plus prononcé aujourd'hui dans les confs analystes à Wall Street. Je note quelques exemples récents pour savoir si cette inflation, c'est juste une question de coût de matières premières et de pénurie, ou est-ce que c'est déjà quelque chose d'un peu plus profond. Amazon hier annonçait à nouveau un relèvement des salaires de base pour 500 000 de ses employés dans la partie logistique. Alors oui, c'est 50 cents jusqu'à $3 pour ces salaires de base, mais on est quand même sur une augmentation de salaire partant d'un salaire minimum chez Amazon qui est déjà plus élevé que la moyenne aux États-Unis. American Airlines, qui rappelle tous les pilotes qui étaient en disponibilité, qui leur redonne le statut de personnel volant et qui va même embaucher encore plus de pilotes pour cette année. 300 nouveaux pilotes qui vont être embauchés par rapport au pool déjà existant, et ce sera 2 fois plus encore l'an prochain. Est-ce qu'on est déjà dans quelque chose d'une inflation un peu plus profonde que ce qu'on imagine? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses dans ce que vous dites. Il y a l'inflation
des matières premières, l'inflation, on va dire, liée au transport, l'inflation liée aux contraintes logistiques qu'on a pu connaître depuis plusieurs mois, qui sont une réalité, qui vont se poursuivre et se pérenniser sans doute sur 1, 2 ou 3 trimestres, mais qui à un moment donné devraient en fait se résorber parce qu'effectivement on n'a pas de problème de capacité dans la durée. Donc ça c'est je dirais c'est un premier volet. Et il y a ce que vous dites exactement à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du labor force. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas beaucoup plus tendu aux États-Unis qu'on ne l'a jamais été d'un point de vue salarial et d'un point de vue emploi. Donc ça, là-dessus, il y a beaucoup de débats. Donc le taux de chômage, effectivement, a baissé. Mais on voit bien qu'on a encore un niveau de personnes qui sont... 8 millions de jobs encore. Voilà, qui sont à récupérer. Exactement. Après, il y a deux questions. La première question, c'est on le voit au niveau des emplois peu qualifiés. Ces emplois peu qualifiés, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui, pour différentes raisons, ne reprennent pas le chemin du travail, soit parce que leurs enfants ne peuvent toujours pas aller à l'école, soit pour des raisons, différentes raisons pratiques, soit parce qu'effectivement, l'entreprise qui les a embauchés ne leur propose pas immédiatement. Et ça se traduit par, effectivement, une pression salariale très forte. On le voit dans les restaurants. Dans les restaurants, très clairement, on a aujourd'hui un certain nombre de groupes, que ce soit McDonald's, que ce soit les autres, qui disent non seulement on vous propose des salaires supérieurs, mais en plus de ça, on vous propose des bonus, des formations, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui se résorbera peut-être ou pas dans le temps, à partir du moment où la situation se normalise d'un point de vue sanitaire. Et puis, il y a des secteurs comme l'aérien, où là, on a eu des gens qui, d'un point de vue structurel, des entreprises ont mis un certain nombre de personnes à la retraite aussi, puisque c'était des secteurs qui avaient des niveaux d'âge de leurs pilotes qui étaient assez élevés et qui essayent effectivement de se réadapter et d'être agiles face à cette réouverture en embauchant de manière assez massive et qui aujourd'hui ont effectivement du mal à trouver des compétences. Donc là aussi, on a une inflation salariale qui est plutôt finalement globalement un bon signe sur le court terme. Quelque part, qui dit inflation salariale relativement modérée, dit consommation et dit économie qui continue d'accélérer. Donc c'est plutôt à ce stade relativement positif. Pour conclure, Julie, est-ce que ça veut dire la contrepartie de cette situation qu'on décrit? Est-ce que ça veut dire que sur le plan financier, le gros du mouvement a été fait? Là, on est au milieu du deuxième trimestre. Tous les économistes nous disent que le deuxième trimestre marquera le pic de l'accélération de l'activité américaine. On parle de plus en plus de l'inflation. Jérôme Powell gagne encore du temps, mais tous les analystes, là aussi, nous disent que le moment approche où la Fed va devoir constater quand même qu'elle achète peut-être un peu trop d'obligations du Trésor ou de dettes privées aux États-Unis. Est-ce que c'est un point d'inflexion qui se rapproche aussi pour le marché boursier? Je crois qu'on était dans une phase de storytelling, c'est-à-dire qu'on justement dans cette anticipation d'un certain nombre de choses, et maintenant on est dans la phase en fait du reality check, c'est-à-dire de vérifier, valider la réalité des faits qu'on craint ou qu'on espère. Et donc cette phase-là est en train de se concrétiser et effectivement il appartiendra, le marché évoluera en fonction de ce que nous disent ces chiffres-là, l'inflation, les résultats, les messages des entreprises et évidemment la politique gouvernementale et monétaire. Merci beaucoup Julie, merci pour vos remarques du jour sur la situation américaine et des marchés américains. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis avec nous en plateau. Et on parle des résultats de ST Microelectronics et de l'industrie des semi-conducteurs avec le CEO de ST Micro qui est avec nous par téléphone, Jean-Marc Chéry. Bonjour Jean-Marc Chéry. Merci beaucoup de prendre quelques minutes comme régulièrement pour bien déjà commenter vos performances opérationnelles sur le premier trimestre. Je crois que tous les indicateurs sont au-delà de vos prévisions et même au-delà des attentes des analystes. Et puis ST Micro, au sein de l'industrie des semi-conducteurs, on discutait en plateau avec Julie Jourdan de Mansartis de la manière dont cette crise a accélérer des tendances qui sont vos tendances porteuses, l'électrification, l'électronisation, la numérisation, au point que vous avez 2 ans d'avance aujourd'hui sur votre calendrier en termes d'objectifs de chiffre d'affaires, Jean-Marc Chéry.
Le marché a 2 ans d'avance, puisque effectivement, j'ai souligné que les conditions de marché, le marché qu'on adresse, donc en 2021, en fait, sont celles qui étaient supposées arriver seulement en 2023. Il n'y a encore que quelques mois. Et ça, avec effectivement, la personne précédente l'a souligné. Déjà, il y a quelques mois, il était clair que la digitalisation des usages, que ce soit les usages industriels, les usages de mobilité ou les usages domestiques, civils, individuels, était en train de se digitaliser. Ça c'était quelque chose qui avait été déjà anticipé. Mais bon, ce qui avait été, je dirais, non anticipé, c'est le boom de l'automobile et du secteur industriel. Et en quelques mois, le marché de ces 2 secteurs s'est positionné à ce qu'il aurait été normalement dû arriver en 2023. Donc ça c'est un fait. Maintenant, ce que je dois souligner, c'est la capacité de ST à avoir réagi immédiatement en faisant 2 choses. Bon, d'abord, la qualité opérationnelle intrinsèque de la société, donc de saturer immédiatement et d'optimiser ses assets pour pouvoir au mieux servir nos clients. Et puis la réaction qu'on a eue sur l'investissement, puisque encore en novembre-décembre, on avait un modèle d'investissement qui était à peu près à 1,5 milliard, 1,6 milliard, qui était partagé entre de l'investissement capacitif et de l'investissement stratégique. Bon, et en quelques mois, on a passé ce niveau d'investissement à 2 milliards, voire légèrement au-dessus. Et pour pouvoir mettre en place des capacités dans un délai extrêmement court, à savoir entre le 2e trimestre et le 3e trimestre, et pour pouvoir supporter cette demande. Bon, et à la conclusion, oui, donc j'ai indiqué 12 milliards 100 pour l'année 2021. Vos clients sont très inquiets. Alors évidemment, c'est pour ça que vous investissez pour effectivement accroître ses capacités, servir une demande alors qu'elle a été contrainte pour des raisons pandémiques, bien sûr, et puis une demande qui accélère structurellement également. Jean-Marc Chéry, je ne vais pas reprendre tous les commentaires, mais là, sur les dernières heures, les derniers jours, avec les publications des grands groupes qui sont vos clients dans l'automobile, dans l'électronique grand public, alors on parle de Tesla, Ford, BMW pour l'auto, Apple, Samsung ou d'autres dans les produits électroniques grand public, les discours sont parfois alarmistes sur la situation d'approvisionnement, évidemment, qu'on peut redécrire peut-être, Jean-Marc Chéry. Est-ce que cette situation de pénurie s'est encore aggravée au cours des derniers mois et combien de temps peut-elle durer? Le CEO de Nokia aujourd'hui estime que ça peut être un drag, un frein pour lui, peut-être jusqu'en 2023. Écoutez, ce qui est à peu près sûr, c'est que cet écart important entre la demande et les capacités qui étaient présentes au début de l'année et qui vont s'installer va au moins durer toute l'année. Donc, et aujourd'hui, les temps de réponse effectivement de l'industrie à des nouvelles demandes s'établissent entre à peu près 6 mois et 9 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, si vous voulez commander un composant critique, ça va vous demander un délai donc entre 6 et 9 mois. Donc oui, ça durera toute l'année. Ça durera certainement peut-être encore le premier trimestre 2022. Et puis ensuite, les capacités devraient s'installer. Mais bon, là, encore une fois, c'est ce que je veux souligner. Là, je parle de l'industrie globalement. L'industrie globale en 2020, l'industrie des semi-conducteurs, qui représentait à peu près, je dirais, 440-450 milliards de dollars, a investi 100 milliards. Donc, c'est 100 milliards de dollars, c'est une somme conséquente. Pour se préparer à faire en 2021 500 milliards. Bon, croissance de plus de 10%, etc. Bon, la demande est à 600 milliards. Vous connaissez aucune industrie qui investirait comme ça 200 milliards juste pour voir. Vous savez, une usine de semi-conducteurs, c'est comme une Formule 1. Si vous avez trop de capacité, si vous n'êtes pas bien équilibré, vous sous-performez. Donc il est important que les gens qui consomment des composants discutent avec l'industrie du semi-conducteur pour anticiper. Par contre, si vous considérez les semi-conducteurs comme une commodité
que vous allez acheter au marché du coin, qui va vous la vendre pour rien du jour au lendemain, je pense que oui, vous avez fait une erreur stratégique. Par contre, ceux qui considéraient le semi-conducteur comme ce qu'on appelle les key enabling technologies, eux n'ont pas ce type de problème aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on voit sur le marché. On voit bien deux catégories, des gens qui ont anticipé, qui ont discuté avec l'industrie et puis qui continuent. Et ça veut dire, Jean-Marc Chéry, dans l'organisation des files d'attente, je ne sais pas comment dire les choses, c'est vraiment très client spécifique. C'est pas un secteur plutôt qu'un autre, c'est vraiment chaque client et la relation que vous avez avec chaque client qui joue dans ce domaine-là et sa capacité que vous avez à le servir. Si vous voulez, il y a le secteur, les deux secteurs qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est le secteur automobile et industriel. Ouais. Effectivement, donc maintenant on a, je dirais, pris en compte ensemble, je dirais sans émotion, donc cet écart, et donc et on n'est pas en train de se chamailler, savoir qui est responsable de quoi. On est en train de travailler ensemble pour effectivement éviter des fermetures d'usines et que nos clients puissent effectivement, je dirais, aller dans la direction qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est le point le plus important. Nous, on leur garantit que la compagnie est, je dirais, investie dans sa continuité, puisque ST, c'est quand même une société qui est engagée sur le secteur industriel avec ses propres usines depuis longtemps. Donc le cash qu'on peut générer et je dirais réinjecter en capacité industrielle de façon massive. Vous vous rendez compte, investir plus de 2 milliards de dollars cette année, ça va consommer 80% du cash qu'on génère de nos opérations. Bon, il y a d'autres sociétés que je nommerai pas qui pendant des années ont préféré passer de manufacturing à Taïwan ou ailleurs et utiliser leur cash à faire autre chose. Donc nous, c'est pas notre cas. Donc nos clients reconnaissent ça, reconnaissent que depuis longtemps, la société est une société engagée dans le manufacturing, notamment en Europe, et aujourd'hui travaille avec nous pour gérer au mieux cette crise. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Marc Chéry, que cette situation de pénurie qui durera encore quelques mois, quelques trimestres, va quand même marquer les stratégies de vos clients en termes d'approvisionnement? Est-ce que vous anticipez aussi, à travers d'ailleurs les investissements que vous réalisez et que vous augmentez, des stocks structurellement plus élevés, peut-être pour plusieurs années chez vos clients? Non, mais je pense qu'il y a à la fois effectivement le mettre son cash effectivement dans des inventaires un peu stratégiques. C'est ce qu'a fait par exemple Denso, donc vous savez qu'il y a une société japonaise de Tier 1 pour l'automotive qui avait souffert énormément à l'époque au Japon, quand il y avait eu les événements liés à la centrale nucléaire de Fukushima. Donc eux ont dit nous on investit une partie de notre cash dans des stocks stratégiques. Et d'ailleurs c'est pour ça que cette année ils souffrent moins. Bon, ça c'est la décision qui doit être celle de nos clients. Après on voit d'autres tendances. Effectivement, on voit les fabricants automobiles qui pour certains vont réimpatrier la fabrication de systèmes électroniques et qui discuteront avec nous directement et qui mettront en place les modes de fonctionnement qui sont bien connus. Si vous voulez, c'est des rolling forecasts sur 12 mois, des stocks de sécurité, la mise à jour de ces rolling forecasts tous les mois, voire toutes les semaines. Bon, c'est des pratiques qu'on a avec certains de nos grands clients, que ce soit dans le consumer ou dans le grand public. C'est pas des pratiques qui existaient dans le modèle classique car maker, tier 1 et semi-conducteur. Là, c'était plus, je dirais, du temps, du juste à temps, qui maintenant est simplement juste pas à temps du tout. Donc, merci beaucoup Jean-Marc Chéry, on s'arrêtera là. Merci pour vos remarques et les commentaires que vous pouvez nous apporter sur les performances opérationnelles de ST Microelectronics au cours de ce premier trimestre. Jean-Marc Chéry, le CEO de ST Micro, qui était avec nous par téléphone. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.